Bonjour chers élèves, je me présente. Je suis Naufal Baromdan, enseignant de français au lycée Ksibet Mediouni dans la région de Monastir. Notre travail pour aujourd'hui sera consacré à une activité de langue qui porte sur la caractérisation. Ce travail est encadré par Madame Nouza Benhriz, inspectrice principale de français. Avant d'entamer notre séance d'aujourd'hui, je vous invite à observer cette image de Boris Kiadaria, qui est un graphiste qui a dessiné son portrait à partir de sa photo. Et essayons de voir si ce portrait est une copie fidèle de la photo. En effet, nous remarquons une nette ressemblance entre les deux images. Néanmoins, ce portrait n'est pas une reproduction fidèle de la photo. En fait, on remarque que le personnage peint dans le portrait a les épaules moins larges et le corps moins développé, de sorte que la tête paraît disproportionnée par rapport au corps. Toutes ces différences nous laissent remarquer que le portrait peint par Kiadaria de lui-même n'est pas neutre. En effet, il traduit et rend compte l'opinion qu'il se fait de son propre physique. Passons maintenant à la découverte du texte support de notre leçon pour aujourd'hui, où Christian Signol fait le portrait de son grand-père. Je lis le texte. En approchant de la cour, c'est lui que j'apercevais immanquablement, car sa fière et droite silhouette se remarquait de loin. Il s'appelait Germain. C'était un homme d'acier, jusque dans le bleu de ses yeux. D'une enfance douloureuse, il s'est forgé un caractère terrible et une carapace dont il se débarrassait seulement, parfois, pour ses petits-enfants. Il était capable de colère froide, qui le faisait redouter de tous, de sa famille comme de ses amis. Sa moustache blanche soulignait un nez fin et droit. Il portait une chemise de laine, un pantalon de toile retenu par des grandes bretelles et une ceinture de flanelle enroulée autour de sa taille. Sur sa tête, une casquette grise. Tout le monde le craignait. Pas moi. Je devinais derrière cette forteresse glaciale une immensité de tendresse. Bien, nous allons maintenant essayer de relever les caractéristiques de la description dans ce passage. En effet, nous pouvons remarquer que le ton employé est l'imparfait, qu'on relève l'emploi des verbes d'état comme être, des verbes de perception comme voir et apercevoir, également de différentes expansions du groupe nominal, comme fière et droite, d'acier, terrible, froide, qui le faisait redouter de tous, blanche, fin et droit. Bien, maintenant, passons à relever les traits qui caractérisent le grand-père, en distinguant le portrait physique du portrait moral. Bien, lisons les expressions écrites en gras. Fière et droite silhouette. Un homme d'acier, jusque dans le bleu de ses yeux. Sa moustache blanche soulignait un nez fin et droit. Chemise de laine, un pantalon de toile, retenu par des grandes bretelles, ceinture de flanelle enroulée autour de sa taille, une casquette grise. Vous avez certainement deviné que c'est une description physique. Bien, voilà le portrait physique. Voilà, on a relevé donc tous ces termes-là dans le portrait physique. Passons maintenant au portrait moral. Nous lisons un homme d'acier, un caractère terrible et une carapace. Il était capable de colère froide. Une forteresse glaciale. Voilà, on les classe maintenant dans le portrait moral. En lisant ce tableau, nous distinguons que ce grand-père se caractérise, en fait, par sa rigueur, sa froideur terrifiante et son autorité. Néanmoins, l'emploi des mots carapace et forteresse glaciale suggère l'idée qu'il cache une autre vérité. En revenant au texte également, nous pouvons lire à la fin « Pas moi, je devinais derrière cette forteresse glaciale une immensité de tendresse. »
On est donc face à une description subjective du grand-père. En apparence, ce grand-père était droit, strict, inflexible, autoritaire, froid et effrayant. Mais en réalité, il était plein de tendresse, d'amour, de générosité. C'est une immensité de tendresse. Pardon. Donc, selon l'auteur, cette image que le grand-père entretenait volontairement n'était en fait qu'une carapace et une forteresse derrière laquelle se cachait une immensité de tendresse, un cœur bon, tendre et généreux. On est donc face à une description subjective du grand-père. Pour récapituler, nous pouvons dire que l'emploi de la première personne dans « moi », je devinais, que le choix des adjectifs droite, fin, d'acier, froide, terrible, etc., que la métaphore dans fière silhouette, sa moustache blanche, souligner un nez fin et droit, forteresse glaciale, avec l'hyperbole dans une immensité de tendresse, en fait, tous ces procédés montrent l'implication du narrateur dans le texte. Ils traduisent l'admiration et le respect qu'il voue à son grand-père. On est donc face à une description subjective. Bien, nous pouvons retenir que la description objective, c'est une description neutre. Aucune expression de sentiment, ni de jugement. Que la description subjective est une description qui laisse deviner les sentiments ou l'opinion de celui qui décrit. Bien, on passe maintenant aux exercices. Premier exercice, la consigne. Dites s'il s'agit, dans les extraits suivants, d'une description objective ou subjective. Lisons le premier passage. La sonnette tinta, un homme entra, il était en chemise et pantalon de toile. Il était jeune et avait les cheveux blancs et les yeux clairs. En me voyant, il me salua. Deuxième passage. La sonnette tinta, un homme entra, en chemise et pantalon de toile. Jeune, des cheveux blancs, des yeux clairs, dans un visage hâlé, il esquissa un salut. De profil, il avait la beauté singulière de certains portraits d'archanges italiens. La sonnette tinta, un homme entra, il était en chemise et pantalon de toile, il était jeune et avait les cheveux blancs et les yeux clairs. Si vous remarquez, on ne relève aucune marque d'implication de l'auteur dans sa description. Donc, c'est une description objective. Aucune marque d'implication de la narratrice. Donc, une description objective, bien évidemment. Neutre, si vous voulez. Bien. Deuxième passage. Examinons les termes soulignés. En chemise et pantalon de toile. Jeune, des cheveux blancs, des yeux clairs, dans un visage hâlé. Il esquissa un salut. Il avait la beauté singulière de certains portraits d'archanges italiens. Dans ce passage, l'implication de l'auteur est perceptible à travers l'emphase dans les termes jeune, des cheveux blancs, des yeux clairs. Cette emphase est obtenue à travers donc, la suppression du sujet et des verbes. La métaphore également, dans « il avait la beauté singulière de certains portraits d'archanges italiens ». Tous ces procédés montrent l'éblouissement et la fascination de la narratrice par la beauté du visiteur. Donc, c'est une description subjective. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. La consigne est la suivante. Complétez chacun des deux passages suivants par des expressions de la liste ci-dessous, selon que la description valorise ou dévalorise le personnage. Perçant, souriant,
plaindre, génial, distant, intelligent, studieux, à l'écoute, quelconque, générosité, se dérober et aimer. Lisons maintenant les deux textes. Paul, mon camarade de classe, était un modèle pour moi. Il était toujours, je ne l'ai jamais vu en colère. C'était un élève et il était toujours. De tout le monde, ça faisait qu'il était de tous. Paul était simplement. Texte numéro 2. Ce nouveau camarade de classe était bizarre. Il avait une silhouette et avait un regard très. Il n'avait presque pas d'amis et ne faisait aucun effort. Chaque fois qu'on l'invitait avec nous au foot, il trouvait toujours une excuse et ce garçon était vraiment à. Bien. Examinons maintenant les termes soulignés. Paul, mon camarade de classe, était un modèle pour moi. En fait, mon marque ici la relation qui existe entre l'auteur et le personnage dont il parle. Un modèle marque l'estime et l'opinion que l'auteur se fait de son camarade. Texte numéro 2. Ce nouveau camarade, le démonstratif se marque ici la distanciation de l'auteur par rapport au personnage dont il parle. Bizarre. L'adjectif bizarre, bien évidemment, fait appel à un vocabulaire dévalorisant ou dépréciatif, contrairement au premier texte qui fait appel plutôt à un vocabulaire appréciatif. Bien. Donc, passons maintenant au classement des termes selon qu'il exprime un vocabulaire appréciatif, valorisant, ou un vocabulaire dépréciatif, dévalorisant. Bien. Pour le sens mélioratif, on note l'existence des termes souriant, génial, intelligent, studieux, à l'écoute, générosité et aimer. Pour les termes ayant un sens péjoratif, on note l'emploi des adjectifs perçants, le verbe plaindre, l'adjectif distant, l'adjectif quelconque, le verbe se dérober. Bien. Passons maintenant à la correction. Je lis le texte corrigé. Paul, mon camarade de classe, était un modèle pour moi. Il était toujours souriant. Je ne l'ai jamais vu en colère. C'était un élève studieux et intelligent. Il était toujours à l'écoute de tout le monde. Sa générosité faisait qu'il était aimé de tous. Paul était simplement génial. Si vous remarquez, tous les termes qu'on a employés pour compléter le texte numéro 1 appartiennent au vocabulaire ayant un sens mélioratif. Le texte 2. Ce nouveau camarade de classe était bizarre. Il avait une silhouette quelconque et avait un regard perçant. Très distant, il n'avait presque pas d'amis et ne faisait aucun effort. Chaque fois qu'on l'invitait avec nous au foot, il trouvait toujours une excuse et se dérobait. Ce garçon était vraiment à plaindre. Pour récapituler donc, chers élèves, nous constatons que la description subjective ou la caractérisation subjective est l'implication de l'auteur dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il décrit, à travers différents procédés, comme l'emploi des termes péjoratifs ou mélioratifs, comme l'emphase, comme la métaphore, et d'autres procédés. Bien. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre séance. J'espère qu'elle vous a été utile et merci pour votre attention.